Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Les titres que nous allons développer ce soir. Le président américain rallie l'Europe pour tenter de renforcer l'unité des Occidentaux et d'alourdir les sanctions contre Moscou après l'invasion russe de l'Ukraine. Au programme de Joe Biden, 3 sommets internationaux dans la capitale belge et une tournée en Pologne, première destination pour la majorité des réfugiés ukrainiens. Par l'impact inquiétant de la crise en Ukraine. L'Union africaine appelle la communauté internationale à aider l'Afrique à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'UA, demande notamment de réallouer les droits de tirage spéciaux des pays riches. L'audition de la juge Ketanji Brown Jackson se poursuit au Sénat américain. La candidate africaine-américaine à la Cour suprême des États-Unis rejette les accusations de laxisme ou de gauchisme portées par des élus républicains. C'est donc un marathon diplomatique qu'entame le président américain à partir d'aujourd'hui en Europe, avec pour but de renforcer l'unité occidentale face à la Russie qui poursuit sa guerre en Ukraine. En une seule journée, Joe Biden va prendre part à 3 sommets internationaux à Bruxelles, ceux de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne, qui vont avoir lieu demain. En fin de semaine, le chef de l'exécutif américain se rendra en Pologne, pays allié au sein de l'OTAN et aussi première destination pour la majorité des millions d'Ukrainiens qui fuient la guerre. Le point avec Jenny Kapumbouvila. Le président Joe Biden a quitté Washington pour l'Europe mercredi matin, à un moment critique pour la guerre en Ukraine. On craint que la Russie n'utilise des armes chimiques ou nucléaires alors que son invasion s'enlise face aux problèmes logistiques et à la résistance féroce de l'Ukraine. Le voyage de 4 jours mettra à l'épreuve sa compétence à traverser la pire crise du continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Interrogé sur ce sujet, Biden a affirmé que la menace nucléaire est bien réelle. Je pense que c'est une vraie menace. Après bientôt 1 mois d'invasion de la Russie en Ukraine, la guerre continue et touche désormais Kiev, la capitale. Les bombardements russes ont détruit des bâtiments civils, dont un centre commercial. Cette semaine, les alliés occidentaux vont coordonner la prochaine phase d'assistance à l'Ukraine. Le président Joe Biden se rend en Europe pour assister à un sommet extraordinaire de l'OTAN. Il va rencontrer les dirigeants du G7 et ceux de l'Union européenne. Jacques Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il se joindra à nos partenaires pour imposer de nouvelles sanctions à la Russie et renforcer les sanctions existantes et aussi s'assurer que les sanctions sont appliquées contre la Russie. Il travaillera avec les alliés sur des ajustements à plus long terme des positions des forces de l'OTAN sur le flanc Est. Il va annoncer une action commune pour renforcer la sécurité énergétique européenne et réduire enfin la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe. L'objectif est aussi de soutenir Volodymyr Zelensky, qui a engagé des négociations avec Moscou. Le président ukrainien a signalé qu'après un accord de cessez-le-feu, il est prêt à discuter du statut de la région orientale de Donbass, contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie, et de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Kiev est également disposé à renoncer aux demandes d'adhésion à l'OTAN en échange de garanties pour sa sécurité. Ce que les alliés et leurs partenaires envisagent, ce qu'ils sont prêts à faire, c'est ce qui va être important. Il ne suffira pas à la Russie de retirer ses troupes. La Russie devra également payer pour la reconstruction, pour les dégâts causés en Ukraine. Biden va aussi tenter d'aplanir les divergences entre les alliés de l'OTAN. Certains veulent fournir des armes offensives telles que des avions de combat et d'autres veulent éviter une escalade avec Moscou. La guerre en Ukraine est clairement horrible. Une guerre en Europe serait catastrophique. Et le rôle principal de l'OTAN est d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. L'OTAN a donc un rôle à jouer pour revenir à l'essentiel, unir ses membres et dissuader la Russie de toute agression contre les nations européennes. Biden va également annoncer une aide supplémentaire pour rejoindre au flux croissant de réfugiés, dont un grand nombre se trouve en Pologne. Il doit d'ailleurs rencontrer le président polonais, Andrzej Duda. C'est en Pologne que les États-Unis ont déployé un nombre important de forces pour pouvoir aider à défendre et à consolider le flanc Est. La Pologne doit faire face non seulement à la guerre en Ukraine,
Ukraine, mais aussi au déploiement militaire russe en Biélorussie, qui a fondamentalement changé la donne sécuritaire dans la région. La Maison-Blanche n'a pas confirmé les informations selon lesquelles Joe Biden visiterait des camps de réfugiés pendant son séjour en Pologne, mais elle confirme qu'il ne va pas se rendre en Ukraine. L'Afrique appelle à l'aide pour affronter les effets de la guerre en Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, demande aux partenaires internationaux, dont la Banque mondiale, à appuyer les économies fragilisées à travers notamment les droits de tirage spéciaux des pays riches. Les détails avec Arzouma Compaoré. Le président Macky Sall, qui s'exprimait mardi lors d'une conférence de presse en compagnie du président de la Banque mondiale, David Malpass, a exhorté les partenaires internationaux à secourir l'Afrique. Et nous avons aussi échangé justement sur cette conjoncture mondiale marquée, comme vous le savez, par l'impact inquiétant de la crise en Ukraine, qui a déjà sur nos économies déjà fragilisées par le choc de la pandémie Covid-19, et qui subit déjà de plein fouet les effets de cette guerre en Ukraine. J'ai souligné l'urgence de la demande africaine de la réallocation des droits de tirage spéciaux des pays riches en faveur des pays en développement, et particulièrement des pays africains, pour soutenir nos efforts de résilience et de relance économique. Les DTS sont une sorte de monnaie créée par le FMI. Ils peuvent être accordés par le FMI directement aux pays membres. Ces derniers peuvent les utiliser soit pour rembourser leurs obligations auprès du FMI, soit pour ajuster leurs réserves monétaires. Pour le directeur de la Banque mondiale, une des meilleures réponses à cette crise peut être une meilleure ouverture des marchés. Le monde est encore en train d'évaluer l'ampleur des dégâts et leurs coûts, et je m'attends donc à ce que les institutions internationales, y compris la Banque mondiale, mettent en place davantage de mécanismes pour faire face à la crise actuelle, tant en ce qui concerne la flambée des prix des denrées alimentaires que ses répercussions budgétaires. La communauté internationale s'est accordée sur le principe d'une émission globale de DTS de 650 milliards de dollars pour amortir l'impact de la pandémie de Covid-19, dont 33 milliards doivent revenir mécaniquement à l'Afrique par le jeu des quotes-parts au sein de l'institution de Washington, un montant jugé très insuffisant par l'Union africaine. L'Union africaine avait, dans un communiqué publié le 24 février, appelé la Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Elle avait exhorté la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations sous l'égide de l'ONU. Dans l'actualité également, en Somalie, au moins 3 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée aujourd'hui par des islamistes Shebab à l'aéroport de Mogadiscio, la capitale. Le lieu est généralement très protégé, d'autant qu'il abrite des bureaux de l'ONU, des ambassades et une base de l'AMISOM, la force de l'Union africaine dans le pays. Le bilan fait état également de plusieurs blessés. D'après des témoins, le nombre de victimes peut être plus élevé en raison des nombreuses personnes qui se trouvaient dans la zone lors de l'attaque menée par 2 membres d'Al-Shabaab, groupe radical lié à Al-Qaïda. Le Somaliland, pour sa part, région qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, est toujours en quête de reconnaissance de la communauté internationale. Une délégation conduite par Bihi Abdi, le président de l'État autoproclamé, a récemment rencontré, ici à Washington, des responsables américains et des élus du Congrès. Nous écoutons Bihi Abdi au micro de la VOA. Nous sommes sur 2 positions différentes. Pour nous, le plus important est la reconnaissance. Mais les États-Unis sont sur la même position que les autres Européens, laquelle est que c'est un problème de l'Afrique. L'Afrique doit prendre cette initiative en premier. Les Chinois n'ont aucun droit d'être contrariés. Nous sommes un pays indépendant
et nous pouvons établir des relations avec qui nous voulons. Mais nous avons déjà de bonnes relations avec la Chine. La Chine a besoin de nous, nous avons besoin d'elle. Au moins 16 soldats maliens ont été tués dans des attaques perpétrées hier à Tessit et à Boni. L'une des deux a été revendiquée par le groupe État islamique. La junte au pouvoir depuis le coup d'État d'août 2020 affirme avoir redressé la situation et parle de débandade des groupes djihadistes. Cependant, c'est la deuxième fois en quelques semaines que le bilan humain est lourd pour l'armée malienne. Au moins 27 militaires ont été abattus dans leur camp à Mondoro au début du mois. Des militaires ont également été tués au Burkina Faso, près des deux frontières du Ghana et du Togo. Dans un communiqué publié hier soir, l'armée burkinabé indique que 11 soldats ont péri dimanche dernier lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé dans les environs de Napadé. L'armée burkinabé a été endeuillée par une autre attaque le même jour qui a fait au moins 13 morts. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. L'audition de la juge africaine-américaine Ketanji Brown Jackson, candidate du président Joe Biden à la Cour suprême des États-Unis, se poursuit au Congrès américain. Hier, elle a été interrogée sur son bilan en tant qu'avocate dans les services d'aide juridictionnelle, de même que sur la manière dont elle aborderait son rôle de juge à la plus haute cour du pays. Compte rendu de Catherine Gibson, la correspondante de la VOA au Congrès. Reportage relaté par Thierry Kaoré. Au premier jour des questions pour la première africaine-américaine nommée à la Cour suprême des États-Unis, la juge Ketanji Brown Jackson a promis aux sénateurs qu'elle sera une juge impartiale. Je suis parfaitement consciente qu'en tant que juge dans notre système, j'ai un pouvoir limité et j'essaie dans tous les cas de m'en tenir à cela. Jackson, âgée de 51 ans, est la première candidate depuis des décennies à avoir l'expérience dans le domaine de la défense pénale. Elle a fait face à des questions intenses de la part des républicains sur la période où elle défendait des détenus à Guantanamo Bay, à Cuba, après les attentats terroristes du 11 septembre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de traiter le gouvernement de criminel de guerre en poursuivant des accusations contre un terroriste. Je pense juste que vous êtes allé trop loin. Mais comme Jackson l'a expliqué, elle remplissait un rôle clé dans le système judiciaire américain qui assure la représentation légale de tous les accusés. Cela ne s'était jamais produit auparavant, non seulement l'attaque, mais aussi l'utilisation de l'autorité exécutive pour détenir des personnes de cette manière. Toute notre liberté est en jeu si nous ne faisons pas les choses correctement en ce qui concerne ce que l'exécutif peut faire. Les démocrates ont félicité la candidate du président Joe Biden pour sa vaste expérience du droit et de la perspective historique qu'elle apportera à la Cour suprême. Personne ne remet en question ni vos diplômes universitaires en droit, ni votre service en tant que greffière et en tant que juge fédéral. Mais les critiques anticipées, eux, affirment que son bilan en tant que juge montre un parti pris contre les forces de l'ordre. Que répondez-vous aux gens qui disent que vous êtes indulgent avec les criminels? En tant que personne ayant des membres de sa famille en patrouille et sur la ligne de front, je me soucie profondément de la sécurité publique. Je sais ce que c'est d'avoir des êtres chers qui partent pour protéger et servir, et la peur de savoir s'ils rentreront ou pas à la maison à cause de la criminalité dans la communauté. La nomination de la juge Jackson pourrait être adoptée au sein de la commission judiciaire du Sénat sans le soutien des républicains qui craignent qu'elle ne soit une juge militante des questions sociales telles que le droit à l'avortement ou le contrôle des armes à feu. Les protections de la liberté d'expression du premier amendement s'appliquent-elles de la même manière aux manifestants conservateurs et libéraux? Oui. Pensez-vous que le droit individuel de détenir et de porter des armes est un droit fondamental?
Monsieur le sénateur, la Cour suprême a établi que le droit individuel de détenir et de porter des armes est un droit fondamental. Le Sénat américain pourrait organiser un vote complet sur la nomination de la juge Jackson dès la semaine prochaine. L'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, première femme à occuper ce poste au sein du gouvernement américain, est morte aujourd'hui à l'âge de 84 ans, chef de la diplomatie entre 1997 et 2001. Dans l'administration du président démocrate Bill Clinton, Madeleine Albright s'est éteinte des suites d'un cancer, indiquent ses proches qui saluent une défenseure infatigable de la démocratie et des droits humains. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Buto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Alors que tous les regards sont tournés vers l'Ukraine en ce moment, des experts lancent un avertissement. Les États ne devraient pas ignorer les groupes djihadistes qui multiplient les attaques dans la région du Sahel, de même que le terrorisme qui se propage aux États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. L'armée française continue de former les militaires de la région. Le reportage d'Henry Wilkins à Abidjan est relaté par Claire Morin-Gibourg. Sur la lagune Ébriée, au centre d'Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, les forces ivoiriennes et françaises sont à l'entraînement pour tenter de faire face à une menace croissante. Depuis 2020, des groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda ont mené des attaques sur le sol ivoirien. La menace est réelle et les forces spéciales se préparent à y faire face de toutes les manières possibles, affirme un membre d'un commando de l'armée ivoirienne. En Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment concentrés sur le terrorisme parce que nous y sommes confrontés dans le nord de notre pays. Nous parlons air, mer et terre. C'est pourquoi nous sommes ici. Les spécialistes en sécurité affirment que le terrorisme se propage dans le nord des États côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. C'est la prochaine phase du conflit qui dure depuis une décennie dans le Sahel occidental. Depuis 2020, il y a eu 17 incidents dans le nord de la Côte d'Ivoire liés à des groupes affiliés à Al-Qaïda. En réponse, la Côte d'Ivoire a envoyé un grand nombre de troupes dans le nord. Lorsqu'on lui a demandé si des groupes terroristes avaient déjà coopté des populations locales en Côte d'Ivoire, le commandant des forces françaises dans le pays a déclaré à VOA. Pour l'instant, nous pensons que la population locale ne coopère pas avec les groupes djihadistes car il y a une réponse forte des forces armées ivoiriennes, mais c'est une réelle inquiétude pour nous. Interrogé pour savoir si la menace terroriste qui se répand depuis le Burkina Faso est évitable, le colonel a répondu « Nous pensons que c'est évitable. Nous ne pouvons pas empêcher la menace d'aller vers le sud, mais nous pouvons réussir à combattre cette menace. »
Le mois dernier, les États-Unis ont effectué Flintlock en Côte d'Ivoire pour la première fois. Cet exercice vise à promouvoir la coopération entre les forces régionales, celles de l'OTAN et des États-Unis. Pour l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire, un effort soutenu sera nécessaire contre les groupes terroristes qui se propagent dans le nord. Certains experts affirment qu'une réponse militaire seule ne suffira pas. Ce sont des zones faiblement développées, où il y a des problèmes sociaux criades. Pas d'école, pas suffisamment d'écoles, pas suffisamment d'adduction d'eau, pas suffisamment d'électricité, pas suffisamment de travail pour les jeunes. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont exploiter ces insuffisances sociales-là pour recruter les jeunes. Sur le terrain, les militaires, eux, continuent de se préparer pour une lutte plus efficace contre les terroristes. C'est mercredi et c'est le jour évidemment de retrouver Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques. Yacouba qui nous rejoint évidemment pour la chronique sportive. Comment allez-vous? Je vais super bien, ça fait plaisir de te retrouver cette fois-ci sur le plateau ici. Et sans les verres ce soir, Yacouba. Yacouba, cette fin de semaine s'annonce chaude avec le dernier tour des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, zone Afrique. Tout à fait Jacques. Déjà, bonsoir à tous. Il ne reste plus donc que 2 jours avant les matchs allés des barrages du Mondial 2022 zone Afrique. Vous le voyez à l'écran, vous allez le voir tout à l'heure. Ce sont des affiches de rêve. Ce vendredi 25 mars, 10 pays entrent en lice pour la manche allée de ce dernier tour qui désignera les 5 qualifiés africains pour le Mondial Qatar 2022. Toutes ces rencontres sont des chocs. Vous le voyez, République démocratique du Congo, Maroc, Mali, Tunisie, Cameroun, Algérie ou encore le duel ouest-africain entre le Ghana et le Nigeria et le remake de la finale de la CAN 2021, Égypte-Sénégal. Les pays concernés retiennent donc leur souffle car de grands du continent n'iront malheureusement pas au mondial au regard de certaines affiches de ces doubles confrontations. On fait tout de suite le point. Pour ce match aller au Caire, Sadio Mané et Mohamed Salah, les stars de Liverpool se retrouvent pour un nouvel épisode de leur duel après la finale de la CAN remportée par le Sénégal face à l'Égypte. Les Sénégalais pourront compter sur leur rock, le portier de Chelsea, Edouard Mendy, et leurs piliers comme Mané, Kalidou Koulibaly et autres. En face, Mo Salah et ses coéquipiers voudront se racheter avec une place au mondial, eux qui ont manqué de justesse le trophée de la CAN au Cameroun. L'autre affiche de ces barrages africains oppose 2 habitués de la Coupe du Monde. Le Cameroun, 7 participations, record d'Afrique, et l'Algérie, 4 participations. Le match aller se joue à Douala et la rencontre retour à Blida. Après une CAN ratée, le coach algérien Djamel Belmaldi et ses poulains sont dos au mur et n'ont plus que cette double occasion pour apaiser le cœur de leurs compatriotes, attristés par la sortie dès le premier tour de la CAN. Pour les Lions indomptables, c'est un gros défi pour le nouveau coach Rigobert Song, qui a récemment été nommé sélectionneur. Des 10 équipes de ces barrages, seul le Mali n'a jamais disputé le mondial. Les Aigles d'Amari Traoré reçoivent la Tunisie, diminuée par les forfaits du défenseur central Dylan Brown et de l'attaquant Wabi Kazri, blessé et indisponible pour la double confrontation. Les Aigles maliens ont du renfort avec la venue d'Abdoulaye Doucouré, milieu de terrain d'Everton, tout comme Almani Touré, défenseur de Francfort, mais aussi Cheikh Doucouré, absent à la CAN. Le Maroc de Vaïd Halilovic part favori avant de se rendre à Kinshasa pour affronter la République démocratique du Congo. Mais les Léopards, absents de la dernière CAN, ont une chance de prendre part à un tournoi majeur en cette année 2022 et ne voudront pas se louper en face. La liste des 26 joueurs des Lions de l'Atlas ne comprend pas le milieu de terrain de Chelsea, Hakim Ziyech, et le défenseur de l'Ajax Amsterdam, Noussaïr Mezraoui, qui se sont brouillés avec le sélectionneur. On note par contre la présence de l'ailier du FC Barcelone, Abdesamad Ezalzouli, lui qui avait décliné une première sélection en janvier. Enfin, les 2 géants anglophones, Ghana et Nigeria, qui sont passés à côté de leur CAN avec une élimination au premier tour pour les Black Stars et en 8e de finale pour les Super Eagles, se disputent le dernier billet. Le nouveau sélectionneur Otto Addo du Ghana a convoqué 27 éléments avec une liste marquée par des absences remarquables, dont celle d'André Ayou. Le capitaine des Black Stars est suspendu après son expulsion à la CAN. Voilà, tout un programme, des rencontres alléchantes à suivre, bien évidemment. On n'est pas manqué du tout. Absolument.
Mais maintenant, Yacouba, tout à fait autre chose, puisque vous allez nous parler de culturisme. Et oui, Jacques, et nous prenons donc la direction de la Libye, où il n'y a pas que la guerre. Des culturistes internationaux se sont affrontés à Tripoli lors d'un tournoi organisé pour la première fois dans la capitale libyenne. Regardez. Torse bombé, muscles bien bandés et quelques petits pas sur scène. Culturistes et fans de la discipline n'ont pas manqué le rendez-vous des amoureux de bodybuilding à Tripoli. Intitulé Ashore Classic Men Physique Pro, le concours a été organisé en collaboration avec la Fédération internationale de musculation et de fitness. Cet événement international se tient pour la première fois dans le pays avec la participation de nombreux pays comme l'Iran, le Koweït, la Turquie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Dieu merci, nous avons présenté une bonne image devant ces pays. L'équipe de juges est venue des États-Unis. Une organisation parfaite qui suscite l'admiration des participants venus des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Turquie, qui ont concouru dans différentes catégories. C'est une excellente sensation de participer au NPC Pro en Libye, qui est considéré comme un tournoi professionnel. La compétition était bien organisée dans un excellent lieu et avec des juges internationaux. La compétition était géniale, je peux le dire. Les gens sont si gentils. Dans différents pays, la plupart du temps, dans les coulisses, j'ai ressenti tellement de colère de la part des gens. Ils étaient si nerveux, si agressifs tout le temps. Mais ces gars qui étaient dans les coulisses, ils pompaient toujours ensemble, s'entraidaient. C'était totalement différent. Je me sens mieux en musculation ici. Les gagnants de chaque catégorie se sont affrontés pour désigner le vainqueur qui prendra part au tournoi final prévu à Las Vegas, aux États-Unis. En tout cas, on dirait qu'ils sont taillés comme des dieux grecs. Je ne sais pas si toi et moi, on pouvait prendre part à cette compétition-là. Voilà, compliqué, difficile. On s'arrête ici pour le soir, Jacques, et puis on va se retrouver la semaine prochaine, tranquillement. Mercredi prochain, Yacouba Ouédraogo. Merci beaucoup. Merci à vous. À mercredi prochain. Eh bien maintenant, de belles images pour refermer ce journal. La capitale américaine est tout en fleurs. Le National Cherry Blossom Festival est de retour à Washington. Ces jours-ci, touristes et habitants admirent les cerisiers en fleurs. Ils prennent des photos de ces célèbres cerisiers qui bordent le Tidal Basin, alors que les arbres ont atteint leur pic de floraison. Le festival des cerisiers en fleurs qui célèbre les liens américano-japonais marque cette année ses 110 ans d'existence. Il revient à Washington DC après 2 ans de mesures restrictives imposées en raison de la pandémie de Covid-19. Parades, feux d'artifice, concerts et projections sont au programme autour du Tidal Basin qui se trouve près de la Maison-Blanche, un bassin destiné à réguler les crues du Potomac. Cette année, plus que jamais, vous comprenez vraiment pourquoi le festival est si important, indique Diana Mayhew. Elle est la présidente du National Cherry Blossom Festival, Inc., groupe à but non lucratif qui aide à organiser les activités pour fêter les cerisiers en fleurs. Pour elle, c'est plus qu'un simple festival. Il s'agit du printemps et du renouveau et d'un sentiment de nouveau départ, dit-elle, évidemment après le Covid. Le festival se tient avec le soutien du National Park Service qui affirme que le pic de floraison est prévu entre le 22 et le 25 mars. Les activités dans le cadre du festival vont se poursuivre jusqu'au 17 avril. Le froid et la neige qu'a vu la capitale américaine récemment n'ont pas vraiment affecté les fleurs des cerisiers d'après le National Park Service. Voilà, cette partie de Washington est un lieu de prédilection pour les touristes et les habitants de la ville qui en profitent pour photographier les rangées d'arbres couverts en ce moment donc de blanc ou de rose pâle, bref, une beauté éphémère à capturer. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. À demain. Merci beaucoup. Au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.